Je suis Joy Solvant, avocate de formation et DRH de parcours. J'ai cofondé Bleu Samouraï, un cabinet pluridisciplinaire dédié au traitement des alertes professionnelles en parallèle de son accompagnement des CSE et salariés. Dans cet épisode, nous explorerons ce que les alertes professionnelles révèlent du rôle réel des partenaires sociaux dans l'entreprise. Une alerte peut venir du salarié, mais elle peut être portée également par le CSE au titre de son droit d'alerte. À ce moment-là, le rôle des partenaires sociaux devient décisif. Dans certains contextes, les partenaires sociaux agissent comme un contre-pouvoir qui sécurise le traitement de l'alerte. Dans d'autres, ils deviennent un facteur de blocage qui cristallise la défiance et font basculer la situation sensible en un conflit ouvert. L'alerte révèle alors la solidité ou les fragilités de son dialogue social. Pour en parler, j'ai voulu une voix qui connaît ces sujets dans toutes ses dimensions. Cette voix, c'est celle de Marjorie Thomas, responsable sociale du groupe Orano, ex-Areva. Et bien ça tourne et c'est comme vous voulez. C'est super. Bienvenue Marjorie. Merci. Ravie de t'avoir dans cet épisode. De même, je suis ravie d'être là. Alors pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Alors, je suis avocate de formation. J'ai exercé pendant 10 ans dans des cabinets spécialisés en droit du travail, en cabinets franco-français ou internationaux, là où on s'est d'ailleurs rencontrés. Tout à fait. Et puis en 2017, j'ai pris la direction juridique droit social du groupe Areva, qui devait se réinventer complètement. Entre-temps, on est devenu Orano, toujours acteur principal du nucléaire. Et depuis 3 ans, je suis en charge des relations sociales du groupe. Relations sociales qui sont toujours très intenses, n'est-ce pas ? Et puis, donc je m'occupe évidemment avec eux de politique sociale. Je refonds la politique sociale du groupe et notamment le sujet des alertes éthiques, qui a été un gros sujet pour nous en 2025. Et pour finir, je suis également conseiller prud'homme au Conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt, section encadrement. Bienvenue à toi. Merci. Cet épisode va être très intéressant parce que je pense que la place des partenaires sociaux dans le dialogue social et surtout dans le traitement de ce dispositif d'alerte a une place assez majeure. Absolument. L'un des premiers points que j'ai envie d'aborder dans cet épisode, c'est le rôle des partenaires sociaux dans le traitement des alertes professionnelles. Sur le papier, le droit d'alerte du CSE est souvent présenté comme un outil de protection indispensable. Mais on le voit bien dans la pratique, ça peut être autre chose. Ça peut produire des effets très différents selon les situations. Alors ma première question pour toi, Marjorie, c'est à quelles conditions le droit d'alerte joue-t-il un rôle de protection ? Et à partir de quand, finalement, les partenaires sociaux vont finalement être un facteur potentiellement de crispation ou même de blocage dans l'entreprise ? Non, mais c'est une excellente question. Parce qu'en réalité, tu l'as un petit peu dit dans ta question, au fond, on pourrait se poser la question de quelle est leur légitimité sur le sujet. Après tout, le droit d'alerte, il est dans le Code du travail, d'accord. Mais une fois qu'on s'est dit ça, de quelle façon peuvent-ils réellement participer à une enquête ? Est-ce qu'ils sont réellement légitimes pour la mener de manière neutre et objective, entendre toutes les parties ? On sait bien qu'en général, les organisations syndicales, les élus du personnel sont forcément orientés, défendent les salariés, et c'est normal, c'est leur rôle. Donc, à partir de quand on pourrait se dire finalement, quel est leur rôle sur ce sujet-là ? La question est fondamentale. Et pour autant, moi je vais être provocatrice sur ce sujet, parce que je crois que réellement que leur inclusion, que ce soit les représentants du personnel, les organisations syndicales, alors parfois ce sont les mêmes personnes, ont un véritable rôle à jouer et au contraire peuvent même être aidants dans le process. Alors ça c'est intéressant, j'ai tout de suite envie de rebondir sur ce que tu dis. Est-ce que tu peux me citer des situations dans lesquelles le CSE, les partenaires sociaux, ont joué ce rôle de protection ? Alors déjà évidemment, lorsqu'on est dans une entreprise de plus de 50 salariés, et en général sur les grosses entreprises également, on a mis en place un système de référents. Donc on a des référents CSE qui sont donc des élus du personnel qui sont donc susceptibles de recueillir un certain nombre d'alertes qui ont été mises en place qui viennent de la part de salariés qui s'estiment victimes d'une situation. Ce rôle de référent, évidemment, il est sacralisé, mis en place par l'employeur et dans le cadre de nos accords sociaux. Donc ça, c'est le premier point. Par ailleurs, évidemment, le rôle intrinsèque des organisations syndicales, c'est aussi d'être sur le terrain, d'aller voir les gens et évidemment de remonter ce type de situation. On n'a pas attendu d'avoir des référents pour que les organisations syndicales remontent déjà ce type de problématique. Et pour autant, en plus, après, ça dépend aussi
entre guillemets, des capacités et du caractère de chaque délégué syndical qui va avoir envie, lui, ou pas, de s'occuper des situations individuelles ou au contraire, de plutôt parler de l'économie de l'entreprise. Mais dans tous les cas, ce rôle-là, il est fondamental et presque, j'ai envie de dire, ça fait presque partie du core business de la représentation du personnel, finalement. Bien sûr. Donc c'est dans ce cadre-là que c'est important. Mais ce qui était assez intéressant, et là aussi je rebondis dessus, tu parlais de côté un peu provocateur chez toi, du fait que c'était bien aussi qu'ils interviennent, c'était bien, et en même temps, dans ton rôle, tu gères en tant que responsable des affaires sociales ce dialogue social qui n'est pas toujours évident, hein. Donc pourquoi provocatrice? Développe un peu cette idée. L'idée, en fait, c'est de dire, mesdames les DRH, messieurs les DRH, messieurs les dirigeants et mesdames les dirigeantes, vous devez absolument les inclure, même encore plus que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Au contraire, vous devez faire en sorte que dans votre processus, à chaque étape, finalement, ils ont un rôle à jouer. Que ce soit dans le cadre de la remontée de l'alerte, que ce soit dans le cadre de la qualification, que ce soit dans le cadre même de l'interview elle-même, des interviews qu'il faut faire, et à la fin, dans le cadre de la transparence sur l'issue de l'enquête. C'est un vrai parti pris que tu prends. C'est un vrai parti pris. C'est un vrai parti pris parce que tout le monde ne sera pas aligné avec ton approche. Je sais bien. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que, alors parfois ça marche pas, selon les situations. Et puis vraiment, je pense que au niveau de direction, il peut y avoir une défiance vis-à-vis des partenaires sociaux parce que dans certaines organisations, ils ne jouent pas forcément en tout cas, le même jeu que toi, quoi. Et c'est très souvent le cas, et c'est d'ailleurs ça qu'on leur demande. Si c'était pour être d'accord avec tout le monde, bien sûr, leur rôle serait finalement dévoyé. Au contraire, pourquoi est-ce que je dis ça ? Régulièrement, donc nous on a eu beaucoup d'alertes depuis quelques années, et c'est d'ailleurs c'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à refondre complètement notre système, puisque d'un système un peu artisanal où on récupérait une alerte et on le faisait entre nous, on a dû complètement s'industrialiser et vraiment passer un cap au-dessus. Vraiment le scale-up de l'alerte éthique. Mais pour autant, on s'est rendu compte effectivement qu'à partir du moment où on a fait les choses en chambre, sans être clair, sans avoir un process carré, transparent, communiqué, et sans informer ensuite, à l'issue, les représentants du personnel notamment, et la communauté des travailleurs de manière globale, sur ce qu'on avait fait, on était forcément en crispation. On avait des tracts incendiaires comme quoi on faisait rien, on avait même des témoignages de victimes qui écrivaient directement dans des lettres ouvertes à la direction pour dire voilà ce qui s'est passé, rien ne s'est passé. Alors, ça fait mal, et ça fait très extrêmement mal, sachant que bien évidemment les choses sont fausses, mais comment faire ? Comment faire autrement que du coup avoir des personnes qui peuvent justement faire ce rôle de relais, de canal, de transmission et de retour de l'information une fois que l'enquête, dans sa confidentialité, est menée. Alors ok, mais inversement, je vais te poser l'autre question, c'est à quel moment, en tout cas dans quelle situation, tu as pu voir le CSE comme un facteur de blocage ? Est-ce que tu as connu des situations où c'était complètement bloqué, tu ne pouvais pas avancer ? Alors oui, j'en ai deux particulièrement. Je vais faire court pour pas non plus, on pourrait en parler longtemps, mais deux situations particulières. La première, c'était un certain nombre d'années, et ça fait partie encore des cailloux dans notre chaussure aujourd'hui, dans notre histoire, quand on parle de l'histoire de l'entreprise et des conséquences que ça peut avoir. Mais la première concernait un dirigeant, un cadre supérieur, on va dire, dans le groupe, qui avait été effectivement accusé d'un certain nombre de comportements inappropriés, va-t-on dire. L'enquête a été faite de manière un petit peu artisanale parce qu'à l'époque, on était encore de cette façon-là. Et objectivement, finalement, à l'issue de cette histoire, une solution amiable a été trouvée et n'a pas été communiquée du tout. Ça s'est fait en confidentialité. Ouais. De la part du CSE, c'est encore une histoire qu'on me ressort aujourd'hui. On estime que rien n'a été fait et qu'au contraire, on a couvert la situation. Et aujourd'hui, lorsque moi je vais en CSE expliquer la nouvelle procédure qu'on va mettre en place, eh bien j'ai une défiance fondamentale sur notre procédure. Oui, mais de toute façon, tout ça c'est de la poudre aux yeux. En vrai, on sait très bien comment ça se passe. Ouais. Rappelez-vous le cas X. Donc le défaut de communication. Oui, le défaut de communication, le défaut de transparence et puis le côté très... Oui, on va gérer la situation en vase clos. Faites-moi confiance. Oui, mais non. Parce que le rôle n'est pas de nous faire confiance a priori. En fait, il faut la démontrer, cette confiance, et c'est d'ailleurs tout le rôle des relations sociales et de manière globale du dialogue social,
C'est établir la confiance au jour le jour, ça met très longtemps. Ouais. En revanche, ça met très peu de temps. En revanche, C'est ce que j'allais te dire. disparaître. Tu mets beaucoup de temps à construire cette confiance, Oui. mais au moindre faux pas, elle peut s'effondrer. Absolument. Et derrière, on en parle encore longtemps. Une fois que l'alerte elle est déclenchée, chacun arrive avec ses propres attentes aussi. Et très souvent, ces attentes, elles ne sont pas formulées, elles ne sont pas forcément même alignées en amont. Alors, face à un signalement, comment se confrontent ces attentes respectives des élus, des organisations syndicales, de la direction, et en quoi le fait qu'elles restent même implicites, ces attentes, ça suscite des tensions? C'est justement l'implicite. Tu l'as vraiment dit toi-même. Les attentes que les élus du personnel peuvent avoir, c'est des sanctions exemplaires. Une véritable exemplarité sur le sujet, parfois même dans l'extrême. Les obédiences syndicales peuvent également diverger sur ce point-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir des organisations syndicales qui veulent le licenciement, l'opprobre sur la place publique, quelque chose d'extrêmement fort lorsqu'une alerte remonte. Et d'autres qui vont nous dire « moi, je ne licencierai jamais un salarié ». Donc, quoi qu'il advienne, on peut avoir des organisations syndicales qui défendent les personnes accusées. Des mises en cause. Des mises en cause, voilà, merci. Et qui vont dire « oui, bon, effectivement, les faits sont graves, mais pour autant, le licenciement n'est pas l'option ». Et donc, ils vont demander justement à avoir parfois des sanctions beaucoup plus faibles. Donc, on voit bien qu'en fait, on a un désalignement, y compris entre les représentants du personnel et la direction, qui, elle, parfois, peut avoir une vision, une asymétrie, en tout cas, sur l'analyse de la qualification des faits. D'où l'importance d'avoir une enquête extrêmement fouillée, extrêmement approfondie, avec du contexte, oui, c'est ça que avec les une élus analyse vont très rechercher. profonde. Exactement. C'est ça. Parce qu'au fond, une phrase sortie du contexte, vous vous rendez compte, il a dit ça. Tout doit être méticuleux, du Absolument. début jusqu'à la fin. C'est ça qu'ils vont rechercher, c'est à la fois, comme tu disais, la transparence, la communication, mais aussi le souci du détail. Absolument. L'exemplarité à la fin. Et puis, effectivement, je pense que réellement, il y a un sujet sur le fait d'être en capacité d'avoir le fin mot de l'histoire. Une fois que l'enquête a été menée, une fois que le rapport a été rendu, une fois qu'une sanction disciplinaire a pu finalement être prise, ou pas d'ailleurs, que cette transparence puisse arriver pour que derrière, le collectif de travail soit rassuré sur le fait que la direction fait son travail sur ce sujet-là. Alors très vite, une question revient systématiquement dans les échanges avec les partenaires sociaux. Peut-on vraiment faire confiance à une enquête pilotée par l'employeur? J'ai envie de répondre pas du tout. Mais en même temps, on n'a pas le choix. Ouais. On est complètement coincé sur ce sujet. Soit l'enquête est menée en interne, et évidemment c'est une enquête direction, elle va forcément être peut-être pas contestée, mais en tout cas la question sera posée. Soit elle est externalisée, et dans ces cas-là, c'est l'employeur qui paye le prestataire. Donc par définition, on a toujours envie de faire plaisir à son client. En tout cas, ça peut être l'image, l'a priori, que les représentants du personnel, le collectif et les organisations syndicales peuvent avoir. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. La seule solution, la seule clé, c'est la confiance. La fameuse confiance dont on parlait tout à l'heure, qui met du temps à être construite, mais pour autant, quelque part, entre guillemets, les entreprises sont éternelles, on a le temps de garder cette confiance. Et justement, avec cette transparence-là, on revient un petit peu à ça, comme on le disait tout à l'heure, mais en étant transparent et en impliquant les représentants du personnel au bon endroit, au bon moment, on arrivera, je pense, à garder cette confiance. Je suis alignée avec toi. Pour rebondir juste sur l'externalisation, comme tu disais, il n'y a pas le choix. Donc, soit tu le fais en interne et tu fais comme tu peux, soit tu l'externalises, ce qui est aussi un gage finalement de sécurisation à la fois de ce dispositif, mais même aussi de toutes les parties prenantes. Et puis aussi, forcément, j'en parle et j'ai envie de rebondir dessus. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Bleu Samouraï. On n'est pas un cabinet, en tout cas, conseil de l'entreprise quand on intervient sur les alertes professionnelles. Donc le fait que ça soit un cabinet aussi qui soit à la base plutôt orienté salarié CSE, c'est aussi un gage de l'indépendance du cabinet qui réalise l'enquête. Et c'est hyper important ce positionnement, parce que c'est vrai que quand on parle d'externalisation, comme tu dis, il va y avoir une défiance vis-à-vis de l'employeur, mais aussi une défiance du cabinet. Parce que on en parlait dans d'autres épisodes, mais il y a aussi toute la question des interviews, des auditions, et tu pénètres finalement dans l'environnement de salariés, de la direction,
qui est finalement un environnement assez confidentiel, Absolument. que tu n'as pas envie de partager, parce que c'est comme si tu faisais rentrer quelqu'un dans le cadre de ta famille, tu n'as pas tout envie de partager. Et c'est vrai que le fait que ça soit un cabinet qui soit plutôt orienté salarié CSE, ça peut être rassurant, beaucoup plus rassurant. Donc voilà, j'avais envie de rebondir sur ça parce que cette question de l'externalisation, elle n'est pas non plus évidente, hein, même quand elle est opérée. Nous, ce qu'on a choisi de faire, dans le cadre de la nouvelle procédure qu'on met en place, c'est que de manière globale, on a 2 thèmes qui nous permettent d'externaliser de manière claire. Un, le caractère très délicat de la situation, c'est-à-dire une alerte qui concerne un dirigeant, un DRH, un syndicaliste. Dans les 3 cas, on ne se pose pas de questions, on externalise. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est aussi une question de capacité, de charge. Oui. Lorsqu'on est sur une situation qui va nécessiter, on le sent assez vite au moment des premiers entretiens, de connaissance du sujet, d'approfondissement de l'alerte, on se rend compte qu'il va y avoir 10, 15 interviews. On n'est pas en capacité concrètement dans l'entreprise de dégager ce temps-là et d'avoir cette neutralité-là et d'avoir les bonnes personnes en interne qui ont cette capacité à gérer ces enquêtes-là, parce qu'il faut quand même être un petit peu calibré pour le faire. Dans ces cas-là, on externalise également. Ouais, parce que C'est un vrai finalement, budget, hein, on a... déjà, tu as raison, et c'est important de le dire, c'est un vrai budget. Parce que, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant que les partenaires sociaux s'en rendent compte. Et c'est pour ça que c'est une vraie aussi démarche de l'employeur de dépenser ce budget-là. Et en plus, ce que je voulais dire aussi sur l'externalisation, c'est que finalement, on parle du choix de l'externalisation pour des questions parfois on va dire, de sujets touchy. On externalise parce qu'il y a des sujets touchy, parce que justement, comme tu le dis, ça va prendre peut-être beaucoup plus de temps, donc on a besoin d'externaliser. Mais finalement, il y a quand même aussi une autre dimension à l'externalisation, c'est que même si l'enquête peut être gérée par un département RH, par un département éthique ou autre, finalement, ça reste quand même des intervenants aujourd'hui dans une société qui ont un même prisme. Parce que tu vois, évidemment, t'es dans, je vais pas dire que t'as la tête dans le guidon, mais presque. C'est-à-dire que tu fonctionnes selon les codes de ton entreprise. Oui. Et peut-être que parfois, je dis pas tout le temps, mais tu as besoin aussi d'avoir un regard extérieur. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est pas que les auditions ou bien le détail qui va être investigué, ça va être la restitution. On en parlera dans un autre épisode, mais la restitution aussi, elle est clé. Donc la capacité aussi à donner des recommandations à une organisation vont être fondamentales. C'est quoi le plan d'action post-alerte? Oui, et le plan d'action, quand tu es en interne, il n'est pas toujours évident à ressortir parce que ça va impacter, comme tu le sais, une situation individuelle, mais aussi parfois tout un collectif. Oui, bien sûr. Toi, tu parlais des moments où tu as décidé d'externaliser, mais finalement, est-ce que tu t'es retrouvé dans un cas où c'est le CSE, les partenaires sociaux, qui sont venus te voir et qui t'ont dit « on veut externaliser » Régulièrement, la question se pose justement le recours à l'externalisation, il est utile justement pour maximiser la confiance. Et donc effectivement, même si on sait bien qu'elle ne pourra jamais être parfaite, néanmoins, ça nous est déjà arrivé d'avoir des référents CSE ou des organisations syndicales qui nous disent « Non mais là, nous, on voudrait une enquête qui soit faite à l'externe et par un cabinet qu'on choisit nous. » Et ça, c'est très problématique, parce que dans ces cas-là, ça devient une enquête CSE, alors même que nous, on a un process en interne avec une enquête qui est mise en place et avec un certain nombre d'enquêteurs, etc., etc. Donc là, on se retrouve avec la problématique du doublon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Voilà, c'est ça, comment vous faites ? Est-ce que vous choisissez le cabinet qui est poussé par le CSE ? Est-ce que vous êtes dans le compromis ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni d'abord le secrétaire, évidemment en off, mais on a réuni le CSE et la personne qui poussait particulièrement sur ce sujet-là, parce qu'en général, c'est pas l'instance dans sa globalité, c'est quelques individus parmi cette instance qui, du coup, pousse le sujet. On les a réunis en disant, bon, ce qu'on vous propose, c'est de commencer par l'équipe pluridisciplinaire. Dans notre procédure, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais dans notre procédure, on démarre, lorsqu'on a fait les premiers entretiens, comprendre un petit peu mieux le sujet, on réunit, lorsque ça se justifie, une enquête pluridisciplinaire avec des médecins du travail, des spécialistes RPS, des psychologues, des ergonomes, des RH, chacun avec sa casquette pour réellement faire une préqualification qui ait du sens.
Et donc là, ce qu'on a dit, c'est que monsieur, représentant syndical au CSE, et le secrétaire de la CSSCT, on les a mis ensemble et on leur a dit voilà, venez dans cette réunion de préqualification avec l'ensemble de ces professionnels et on va discuter. Et on va se demander réellement ce qu'on fait derrière. Donc on les a récupérés comme ça, on les a mis avec des médecins, des ergonomes, des RPS, machin. Et ça leur a permis de se dire ok, ça sera sérieux. Et donc ils nous ont fait confiance et on a réussi à revenir dans le canal. D'accord. Mais c'était vraiment pas simple. Oui, et t'as pas forcément l'obligation quand même de choisir aussi ce que le CSE va te pousser. Bien sûr. Mais t'es dans le compromis. Absolument. Et montrer justement dans que... le dialogue. Exactement. C'est tout l'objet de cet épisode. T'as bien raison, c'est dans le dialogue. Maintenant, certaines alertes pourraient rester des situations à traiter. Mais quand le pilotage déraille, ça arrive, parce que ce pilotage déraille, qu'il y a un manque de clarté, Oui. un manque de partage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou de cadre avec les partenaires sociaux. Ça bascule très vite dans un rapport de force. Ça, tu le sais bien. Et ce basculement ne tient pas forcément aux faits, il tient aux erreurs de gestion. Alors, quelles sont, selon toi, Marjorie, les erreurs les plus fréquentes des entreprises qui font déraper le dialogue social? Il y en a un certain nombre. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par le début, c'est-à-dire avant même l'alerte. Je pense que la première des erreurs, c'est ne pas tenir compte d'un certain nombre d'irritants, de petites problématiques qu'on peut avoir dans les équipes et qu'on ne traite pas tout de suite. C'est pas toujours le cas, c'est difficile d'anticiper réellement, mais parfois un irritant laissé non traité va prendre de l'ampleur, va se transformer en alerte éthique, va devenir un fait syndical, va peut-être même mener à une grève parfois, de soutien, de blocage dans une situation ou à d'autres problématiques qui peuvent être vraiment difficiles pour l'entreprise. Donc la première des erreurs, c'est effectivement ne pas s'occuper des irritants sociaux, du quotidien managérial, du quotidien des équipes finalement. Ça, ce serait la première des erreurs, je crois. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce qui fait qu'aujourd'hui, on le constate dans notre entreprise, mais de manière globale en France, peut-être même dans le monde, cette explosion des alertes tout d'un coup. On a constaté depuis 5 ans une augmentation importante du nombre des alertes qui sont faites, que ce soit par les salariés en direct, via des plateformes dans les entreprises, ou via les RH et les managers, les CSE, les organisations syndicales. Et pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on n'a plus le temps de gérer ces irritants et ça explose. Donc ça, ce serait vraiment la première des erreurs, je crois. Une fois que l'alerte elle est menée, elle est déposée, faite, la deuxième des erreurs, je crois, ce serait de la traiter simplement de manière managériale ou RH, de manière avec un seul prisme. Ça, clairement, cette enquête aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu obligatoire par la loi, par le règlement. On a l'obligation de mener cette enquête de manière neutre et objective. Et ça, clairement, ce serait l'erreur fondamentale, mais je pense que tu t'en es convaincu également, c'est le fait de ne pas faire cette démarche-là. La troisième, je crois, ce serait de la faire de manière un peu rapide, ou en tout cas de ne pas impliquer les bons acteurs au bon moment. Et dans les bons acteurs, on en a parlé un petit peu brièvement tout à l'heure, il y a toute cette population-là de médecins du travail, de RH, de responsables diversité, RPS, ergonomie, et évidemment représentants du personnel, aux bonnes étapes du processus. Et puis évidemment, je crois que la dernière, et celle-là c'est probablement la plus compliquée, c'est de réussir à garder une certaine équité de traitement dans les alertes qui sont menées. Ne pas se dire, évidemment ça peut être tentant, pour une même alerte, pour un même fait, de pas forcément aboutir à la même décision selon la personne qui est potentiellement accusée. Bien sûr, parce qu'on reste des humains, les personnes qui sont les parties prenantes d'une alerte professionnelle restent des humains. Donc chaque fait, même s'ils se ressemblent, seront de toute façon intrinsèquement différents. Absolument. Et peut-être si je peux ajouter une petite chose, je crois mais je pense que tu as un épisode sur le sujet, je pense que la plus grosse des erreurs également, je crois, c'est la problématique de la qualification. C'est facile de crier au harcèlement aujourd'hui. Mais finalement,
dans tout cela, il y a beaucoup de possibilités. Ça peut être une simple mésentente, ça peut être un comportement certes inapproprié, mais pour autant qui ne confine pas au harcèlement. Un conflit. Ça peut être un conflit, absolument. On voit bien aujourd'hui qu'on peut avoir une sorte d'instrumentalisation également de ces enquêtes, que ce soit par les salariés bien sûr, mais aussi par les organisations syndicales qui peuvent aussi avoir envie voilà, pardon de l'expression, mais de se faire un manager. Et donc, comment on fait? On fait une alerte éthique. Et derrière, du coup, qu'elle aboutisse ou qu'elle n'aboutisse pas, on se retrouve potentiellement. Enfin, voilà, le manager en question, il sera quand même mis sur le grill et c'est pas facile pour ça. Bien sûr. Donc, je pense que voilà, il y a des erreurs à ne pas faire du côté direction. Je pense qu'il y a aussi des erreurs à ne pas faire du côté organisation syndicale, représentant du personnel, d'utiliser finalement ce magnifique outil d'ouverture de la parole comme étant un accusateur public, finalement. Et c'est pour ça que ce que tu disais, c'est que associer les partenaires sociaux, c'est indispensable. Donc, on n'a pas vraiment le choix parce que derrière tout ça, et je rebondis aussi sur nos échanges, il y a cette préservation du dialogue social. Oui. Absolument, à tout prix. Maintenant, associer ne veut pas dire déléguer le pilotage, pour autant. Alors, comment associer concrètement les partenaires sociaux sans transformer le signalement en champ de bataille? Parce que c'est vrai que juste, on voit, d'ailleurs, on le voit bien qu'il y a des responsables aujourd'hui, des référents harcèlement dans le CSE, qui accompagnent, qui sont d'ailleurs ceux qui auditionnent les enquêtes. Dans certaines organisations, c'est comme ça que le dispositif est pensé. Donc voilà, quel est ton avis sur le sujet de l'association des partenaires sociaux? Alors effectivement, les référents CSE, tu l'as cité, c'est évidemment la bonne personne, les bonnes personnes. Dans le cadre de la remontée de l'alerte, potentiellement aussi dans le cadre de la préqualification. Alors c'est un vrai sujet. On a beaucoup de débats avec d'autres entreprises avec lesquelles on a beaucoup discuté et évidemment au cabinet pour pouvoir justement réfléchir à cette question de jusqu'où on va dans leur implication. Les représentants du personnel sont soumis à une confidentialité, certes, mais ils sont aussi représentants de leur collectif. La frontière est ténue. Voilà. On a aussi des partenaires sociaux qui n'ont pas toujours très envie non plus de s'impliquer dans le processus de décision. Après tout, le pouvoir disciplinaire, il reste dans les mains de l'employeur et c'est normal. Donc à la fin, si potentiellement une sanction disciplinaire doit être prise, c'est forcément l'employeur qui en sera responsable et uniquement. Et derrière, il faut les en informer. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-là, cette transparence-là. Moi, tous les jours, on me dit, oui, mais de toute façon, on n'a aucun retour, on monte une alerte et puis derrière, plus rien ne se passe. Mais c'est vrai que le rôle de chacun doit être clairement défini. Parce que parfois, tu as un débordement de cette frontière. Absolument. Et c'est là où finalement, à mon sens, le risque est le plus important. Ouais. Et le plus complexe et le plus important. Parce que finalement, ça peut être aussi terrible d'avoir un CSE ou des partenaires sociaux qui ne trouvent plus la limite de leur rôle. Absolument. Mais c'est bien ça le sujet. C'est-à-dire que moi, je l'ai constaté très souvent et quasiment à chaque fois. À partir du moment où ils n'ont pas le détail, les tenants et les aboutissants, ils ne comprennent pas la décision. Ouais. Parce qu'au fond, évidemment, ils n'ont qu'un son de cloche, celui de la victime qui vient les voir, donc forcément c'est compliqué. Pour eux, c'est incompréhensible si finalement ça aboutit à aucune sanction ou un simple avertissement. Donc si on leur fait comprendre, y compris au stade du rapport d'enquête, si on leur fait comprendre, bah oui, mais attention, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y a tel historique. Ah d'accord. En général, ce sont des personnes qui ont vraiment envie de s'impliquer sur ces sujets-là. Je pense que ça fait partie vraiment, alors même si ça fait un peu peur aussi, parce qu'on sait que c'est extrêmement délicat, mais pour autant, je pense que réellement, pour la plupart, ils ont très envie d'aider sur ce sujet. C'est vraiment leur rôle d'accompagnement. On voit bien que les alertes ne testent pas seulement les procédures. Et ça va tester la maturité du dialogue social lui-même. Alors, une dernière question, la question de clôture pour toi, Marjorie, c'est que qu'est-ce que les entreprises gagneraient très concrètement, selon toi, à clarifier en amont la place des partenaires sociaux dans le traitement des alertes, avant qu'une situation sensible n'éclate? Je crois qu'effectivement, le maître mot, c'est la transparence. Je crois que ce serait vraiment un vrai point de confiance, un vrai point de maximisation du dialogue social. Et lorsqu'on a des organisations syndicales, des représentants du personnel qui sont présents, qui sont importants dans l'organisation, alors parfois on a des entreprises dans lesquelles il n'y en a pas, ou peu, ou peut-être qu'ils sont sur d'autres sujets, donc voilà, mais lorsqu'on est dans une entreprise avec un dialogue social important, c'est réellement
un outil de confiance fondamental. Et je crois réellement qu'on y gagnerait, enfin, y compris au plan production, visibilité, commerciale. Enfin, vraiment, on fait rien sans les salariés, clairement. Et les représentants du personnel sont là pour élever la voix du collectif. Donc à partir du moment où on n'écoute pas cette voix, parce qu'on ne traite pas suffisamment l'alerte, ou lorsqu'on ne redescend pas l'information une fois que l'enquête a été faite, c'est comme ça qu'on brise ce lien et qu'on se met à dos notre collectif. Donc réellement... Transparence. Transparence. Merci beaucoup Marjorie. Je pense Merci à que toi. cet épisode était juste crucial à aborder. Et merci pour ta technicité, ton expérience sur le sujet. Merci à toi de m'avoir accueilli. Je suis ravie.